Nous recevons ce soir Stéphane Gompertz, ancien ambassadeur de France en Éthiopie et en Autriche. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur de ce livre, Un diplomate mange et boit pour son pays. C'est aux éditions Odile Jacob. Alors on va profiter de votre présence sur ce plateau pour commencer par l'actualité. Il y a eu cette rencontre historique ce week-end entre Donald Trump et Kim Jong-un. Historique parce qu'elle a eu lieu à la frontière entre les deux Corées. Les deux hommes s'étaient déjà vus 2 fois par le passé. Alors certains disent que c'est une page historique, une grande page d'histoire. D'autres au contraire que c'est un coup d'éclat médiatique. Où situez-vous le curseur? Les deux. Les deux. Bien sûr, c'est un coup d'éclat médiatique et on n'est pas sûr que ça débouchera sur des résultats concrets. Cela dit, il fallait quand même le faire. Je n'ai pas une sympathie exagérée pour M. Trump, ni d'ailleurs pour le président nord-coréen, mais il faut reconnaître que dans la vie internationale, les symboles aussi ont leur importance. Donc je dirais bien joué. C'est étonnant parce que s'agissant de la diplomatie internationale, même s'il est souvent perçu comme un homme va-t-en-guerre, on a le sentiment que Donald Trump, le président américain, va toujours plus loin dans la provocation, dans la joute verbale, et pour après mieux négocier, on a le sentiment. C'est quoi? C'est une tactique diplomatique? Je pense que c'est une tactique diplomatique. Il semble, je dis bien il semble l'avoir montré avec l'Iran. Trump ne veut surtout pas d'engagement militaire. Ouais. Il a fait d'ailleurs campagne là-dessus. Il veut au contraire retirer des soldats américains des théâtres d'opération. Donc si jamais une confrontation éclatait, pour lui, ce serait une catastrophe. Et je pense qu'il sait que ce serait aussi une catastrophe pour son pays. Sauf qu'on a le sentiment qu'il est tombé face à des vis-à-vis qui jouent exactement comme lui, Kim Jong-un d'un côté. Et aujourd'hui, l'Iran, pour la première fois, annonce avoir franchi la limite imposée par l'accord historique conclu en 2015 sur le nucléaire iranien, prenant le risque, là aussi, d'être sanctionné. Est-ce que là encore, l'Iran, la Corée du Nord, se disent on a compris comment il fonctionnait, on va faire comme lui? C'est possible. Et peut-être que ça va marcher. C'est le souhait qu'il faut formuler. Il faut espérer que là aussi, on arrivera à un accord ou au moins une reprise du dialogue entre l'Iran et les États-Unis. Alors voilà donc pour cette partie actualité. Un mot tout de même sur l'Europe. Comment, vous qui avez été en poste notamment en Autriche, voyez ces interminables tractations pour désigner par exemple le successeur de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne? Emmanuel Macron dit, il pourrait d'ailleurs se renvoyer la critique, il dit ça donne quand même une image pas très sérieuse de l'Europe. Oui, effectivement, c'est une image un petit peu déplorable, mais en même temps, ça prouve l'importance de l'enjeu. La personne qui sera à la tête de la Commission, la personne qui sera à la tête du Parlement, la personne qui sera à la tête de la Banque centrale européenne vont jouer un rôle très important. Donc c'est un petit peu normal qu'on prenne du temps. Ce qui est dommage, c'est qu'au lieu de rechercher l'intérêt collectif de l'Europe, les pays semblent surtout se lancer dans des querelles d'épicerie. Et derrière ces images que l'on voit en boucle à la télévision, eh bien, il y a ce qu'on appelle des négociateurs, des diplomates notamment. Comment définiriez-vous le rôle d'un diplomate, d'un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente son pays auprès d'un autre pays ou auprès d'une institution internationale, qui défend les intérêts de son pays, mais qui en même temps a des soucis plus vastes, ceux de la paix, ceux de la bonne intelligence, et donc qui essaie de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Du dialogue entre les peuples aussi? Absolument. Ouais. Et l'ambassadeur n'a pas pour interlocuteur seulement les dirigeants ou les couches supérieures de la société, mais l'ensemble de l'opinion. Mais comment fait-on alors pour sauvegarder les intérêts de son propre pays, de son État, et justement de maintenir ce lien entre les peuples? On bosse. On travaille beaucoup. On essaie de connaître le plus de gens possible, on essaie d'être persuasif, on essaie aussi de comprendre l'interlocuteur et de voir quelles sont ses lignes rouges, quels sont ses intérêts fondamentaux. Et puis ensuite, on essaye d'œuvrer une synthèse. Tout à l'heure, l'Union européenne a appelé Hong Kong à la retenue. Alors ça, c'est un terme qui fait partie, entre guillemets, du jargon diplomatique. Oui. On se demande ce que ça veut dire la Chine, pardon. Non, mais c'est ce qu'on dit quand on ne sait pas très bien quoi dire. Mais il vaut mieux quand même prêcher la retenue que prêcher la violence. Maintenant, au-delà de cela, peut-être qu'il faudrait réfléchir, mais ce n'est pas notre rôle, à ce qui pourrait être des solutions qui ne fassent pas perdre la face aux militants qui sont pour la démocratie à Hong Kong, mais aussi aux autorités de Hong Kong et aux autorités de Pékin. Est-ce qu'il y a un moment dans votre carrière de diplomate où vous avez été vraiment en difficulté? Peut-être que vous pouvez le dire aujourd'hui. On sait que vous étiez en Éthiopie, un pays quand même compliqué. Passionnant, génial, magnifique, oui, mais compliqué. Que retenez-vous de cette expérience? La diversité, la richesse, l'espoir d'un peuple, d'un pays qui est en train de sortir de sous-développement, des soubresauts, des incidents parfois difficiles,
mais quand même un pays qui va de l'avant. Et puis des gens incroyablement attachants, et puis un pays d'une beauté fabuleuse. Et puis, pardon, la possibilité aussi de faire des choses. J'ai créé un musée, avec mon épouse, j'ai fait pas mal de travail humanitaire, ça, ce sont des choses qui restent. Il faut forcément parler la langue du pays dans lequel on est en poste. Ça aide, mais c'est pas indispensable. C'était pas votre cas? Non, je ne parle pas l'amharique, j'ai essayé, c'est abominablement compliqué. C'est une langue de quelle origine? Chamito-sémitique? Oui. Enfin, il y a un mélange de sémitique et de langue africaine, et c'est vraiment une langue très, très, très compliquée. Allez-y. Certaines et certains qui nous regardent, les plus jeunes, veulent sans doute embrasser une carrière de diplomate. On verra tout à l'heure, vous leur donnez des conseils, c'est le dernier chapitre. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est souvent décrié, méconnu, parfois moqué, caricaturé. Oui, parce qu'on le voit sous l'angle des mondanités, du luxe, des belles résidences, des grands repas. Bien sûr, ça existe et c'est important. Mais il n'y a pas que ça. Parfois, on vit à la dure. Parfois, c'est dangereux. J'ai des collègues qui ont laissé la vie ou des collègues qui ont été gravement blessés. Il faut s'engager, il faut avoir de la passion. Et il faut accepter parfois de vivre dans des conditions un petit peu compliquées. Je donne quelques exemples. Alors lesquels? Par exemple, je vais donner un exemple très trivial. Pendant les troubles Côte d'Ivoire 2010-2011, à un moment, l'ambassade était isolée, la résidence de l'ambassadeur était isolée aussi, et les collègues de l'ambassade ne pouvaient pas quitter le bâtiment. Et pardonnez-moi d'entrer dans ces détails triviaux, ils ne pouvaient même pas aller faire pipi, parce que pour faire cela, il fallait qu'ils passent sur un couloir qui était exposé au feu des snipers. Et donc, ils étaient confinés à l'intérieur sans toilette. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. On ne le voit pas, c'est pas très glamour, mais ça fait partie, parfois, pas souvent, heureusement, mais ça peut faire partie de la vie diplomatique. Justement, avec ce que vous nous dites, en dehors du cursus diplomatique, universitaire et des grandes écoles françaises notamment, et francophones, est-ce qu'il y a une formation particulière que vous subissez? Avant, vous voulez dire beaucoup de mes collègues ont fait l'ENA, ce que j'ai fait aussi. D'autres ont fait ce qu'on appelle le concours d'Orient. C'est un concours très difficile avec des langues dites orientales. Ça peut être le chinois, l'arabe, l'hébreu, le russe, même l'allemand. Ou alors, il y a aussi d'autres concours, le concours de secrétaire des Affaires étrangères. Ensuite, on peut progresser dans la carrière. Quelle est la différence entre un ambassadeur, une ambassadrice et un membre du renseignement? Est-ce que dans les ambassades, on trouve toujours un attaché qui va être plus ou moins... Ah oui, bien sûr. Mais l'ambassadeur lui-même n'est pas un espion. Jamais. En principe, il y a parfois des affaires dans l'actualité qui non, mais bien sûr, et puis bien sûr, on coopère. Mais enfin, chacun son métier. Chacun son métier. Les conseils que vous donneriez donc justement à celles et ceux qui veulent devenir ambassadeurs ou ambassadrices? Soyez conscients des risques que ça implique, notamment pour la vie familiale. Lancez-vous à fond et ayez à cœur à la fois de défendre les intérêts de votre pays, mais aussi de comprendre les intérêts des autres pour chercher le win-win game, le jeu à somme positive. Gagnant-gagnant. Et gagnant-gagnant. Montrez de l'humour, montrez du recul, mais en même temps, allez-y avec passion. Comment expliquez-vous que la France, qui a une grande tradition diplomatique, ait du mal à trouver sa voie aujourd'hui sur la scène internationale? On pense notamment au Proche-Orient, on pense notamment en ce moment aux négociations avec l'Iran, avec la Corée du Nord, c'est le cas aussi de l'Europe. Comment l'expliquez-vous? Parce que nous ne sommes pas tout seuls. Il y a d'autres grands acteurs qui défendent leurs intérêts ou qui défendent leurs convictions, donc il faut faire avec. Et ce sont des problèmes extrêmement compliqués où l'affectif se mêle parfois au rationnel. Il y a des diplomates quand même sous couvert d'anonymat qui disent, notamment depuis le 11 septembre, on s'aligne parfois un peu trop vers les États-Unis, un peu, comme on dit, néo-atlantiste. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est... Je crois que dans une certaine mesure, c'est vrai et je pense que c'est regrettable. Les États-Unis sont notre allié, mais nous devons quand même avoir une politique et une diplomatie indépendante. Votre meilleur souvenir comme ambassadeur? Je vais trahir un secret de livre. C'est en Éthiopie. J'ai aidé à faire démarrer un hôpital obstétrical qui n'avait pas de médecin et qui n'avait pas d'eau. Et j'ai pu obtenir qu'on trouve des médecins et qu'on amène de l'eau depuis une montagne voisine. Et mon meilleur souvenir, c'est quand l'amie éthiopienne qui dirige cet hôpital m'a appelé un soir, j'étais après le dîner, elle m'a dit « Stéphane, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, on a eu des triplés qui ne seraient pas nés sans l'hôpital. Et un de ces triplés va porter ton nom. C'est la petite Stéphanie que quelques mois plus tard, j'ai tenue dans mes bras. » Voilà pour ce très très beau souvenir. Merci beaucoup Stéphane Compertz, un diplomate mange et boit pour son pays. C'est aux éditions Odile Jacob. Tiens, j'allais oublier un mot sur le titre, mange et boit. Ça fait un peu penser à Talleyrand, diplomate de Napoléon, qui avait dit « Donnez-moi de bons cuisiniers, je vous ferai de bons traités ». Oui. Il y a toujours un rapport entre la gastronomie et la... Précisément, quand j'ai lancé cette opération de mise en marche de l'hôpital, j'ai fait ça au cours d'un bon déjeuner.
Et je vous assure que le déjeuner était bon et que les vins étaient copieux. Et vous parlez aussi du Beaujolais, notamment, dans ce livre. Il fallait convaincre les gens d'aller de l'avant. Merci beaucoup, Stéphane Gombert, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. L'actualité culturelle à présent, on vous fait vivre les différents festivals francophones de l'été comme chaque année. Aujourd'hui, Estelle Martin et Guillaume Gouet nous emmènent à Aix-en-Provence, dans le sud de la France, un grand rendez-vous de l'art lyrique. Il y a toujours du Mozart au Festival d'Aix-en-Provence. Cette 71e édition ne déroge pas à la tradition et nous présente en ouverture le Requiem, dernière œuvre inachevée du compositeur. Cette messe pour les morts a été écrite et composée pour être jouée dans des églises. Romeo Castellucci s'en empare, le metteur en scène et plasticien italien transpose sur scène ce requiem, un objet théâtral non identifié qui est traversé par la notion d'extinction, un défi théâtral là aussi et musical relevé par l'ensemble Pygmalion. Jouer le Requiem de Mozart dans la fosse et en plein air, pour les musiciens de l'ensemble Pygmalion, c'est une première, mais ce ne sont pas eux qui ont la partition la plus difficile. Surtout que c'est compliqué pour le chœur, parce que le chœur, en fait, ils ont énormément de choses à faire, ils dansent sur des parties qui sont très difficiles, très rapides, voilà. S'ils se décalent un chou, etc., nous, on est à l'écoute pour vraiment caler les trucs avec eux, plutôt que de faire notre boulot. Il y a le chœur, l'orchestre, et puis basta. Nous, on est vraiment, enfin, il y a un truc très, voilà, très ensemble, quoi. Les choristes ont dit oui à Romeo Castellucci, le metteur en scène. Les voilà donc chantant et dansant ces ballets inspirés du folklore des Balkans, ce qui est déjà une prouesse en soi, mais ils n'étaient pas au bout de leur surprise. Alors ce qu'on nous a demandé de plus dingue dans cette production, c'est moi on m'avait jamais demandé avant, c'est-à-dire qu'on est censé plusieurs terminer nus. Voilà, c'est au-delà de la danse, mais voilà, on nous demande ça. Ce Requiem, c'est aussi un montage musical inédit. Des chants grégoriens et d'autres musiques de Mozart ont été rajoutées. Elles sont là pour créer des atmosphères, elles sont là pour pouvoir faire naître une écoute un peu différente du Requiem. C'est-à-dire qu'en nous préparant au Requiem avec des pièces qui se trouvent avant, une sorte d'épilogue, et à l'intérieur, elle crée, je l'espère, elle renouvelle notre écoute. À la musique de Mozart répondent les images de Romeo Castellucci, lui qui a fait danser des machines ou qui a fait jouer un taureau, clôt ce Requiem avec ce face-à-face saisissant. Ethan, 6 mois, est impressionnant de sérénité. Raphaël Pichon consacre 3 concerts à Mozart cette année. Il dirigera notamment